point d'étranglement. Un cinquième des engagements sont liés au financement et nous pensons que la responsabilité n'est pas le but en soi, mais qu'il s'agit d'un processus et un moyen qui nous permet d'établir des liens entre nous afin d'obtenir des résultats plus équitables et plus efficaces. Donc, nous allons aujourd'hui parler justement de cela avec trois intervenants. Et il y aura un rapport sur la responsabilité mutuelle et pour expliquer comment cela fonctionne dans nos pays partenaires et aussi à l'échelle mondiale. Nous espérons que cela représentera une bonne opportunité pour illustrer comment la accountability, le rendement de compte, peut offrir de bons résultats. Donc, le financement pour le développement est important. Et nous allons analyser ce qui fonctionne bien dans les pays, ainsi que quels sont les outils à disposition pour faciliter l'apprentissage. À cela, on doit rajouter qu'il y a une nouvelle stratégie des Nations Unies sur l'eau avec un axe sur les plans, les cadres et les financements liés à l'eau. Donc, nous voulons, à travers notre partenariat, échanger sur cela et encourager nos partenaires à travailler ensemble envers nos objectifs partagés. Donc, voilà l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Nous avons avec nous, le ministère du Soudan du Sud, donc Monsieur Honorable ministère Palmaïdeng, ministère des Ressources hydriques et de l'irrigation. Après, nous aurons des interventions de Antoine Lumanadio et Monsieur Herbert Bassa. Maintenant, je voudrais passer au français. Secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de la République démocratique du Congo. This committee is part of the Ce comité fait partie. Donc, il s'agit de la coordination et il y a tous les ministères liés à WASH. Nous avons également le responsable de l'Ouganda, le commissaire de la santé, du département de santé. Après cela, nous allons pouvoir parler des opportunités de financement pour l'eau et l'assainissement avec M. George Joseph, économiste senior de la Banque mondiale. Et il va nous parler d'une publication de cette année. Et on aura des sujets sur le changement climatique avec Sarem Malik. Donc, à la fin, nous aurons du temps pour les questions. Donc, M. Sarem Malik est le vice-président du comité et vont nous adresser quelques paroles de clôture. Donc, maintenant, je voudrais passer la parole à Son Excellence, le ministère Palmaïdeng. Donc, j'ai dit que, en fait, le gouvernement du Soudan du Sud a un engagement d'adopter le mécanisme de rendement de compte mutuel. Est-ce que vous pourriez parler de ce qui s'est passé depuis la signature au mois de juin 2022 et ce que vous allez faire et vos défis? Merci. Merci bien. Je suis désolée, mais le son ne nous parvient pas.
My presentation has the Ma présentation a plusieurs parties. Vous pouvez les voir sur l'écran. Nous avons une présentation du Soudan du Sud. and the progress made with education fee by 2030. Oh, yes. As I said, Le son ne parvient pas à l'interprète. Donc, j'étais en train de dire que le Soudan du Sud est le pays le plus jeune de la planète. Nous avons 20 millions d'habitants. has caused serious health impact, especially in terms of the and because of this access to improved water L'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'assainissement, c'est 40%, à l'irrigation, 60% en moyen, et à l'eau potable, de 30 et quelques. Les indicateurs sont très bas, très faibles. Diapo suivante. Donc, je voudrais présenter WASH Compact au Soudan du Sud. Nous avons participé à la conférence de l'eau des Nations Unies en mars 2023. Il y avait une délégation et j'y ai fait partie. Là, nous avons commencé à travailler avec l'initiative WASH Compact. Après, nous avons pu participer également à la semaine de l'eau mondiale de l'eau à Stockholm au mois d'août. Et après aussi à la révision du secteur en juin de WASH au mois de novembre 2023. Ça, c'était quelques mois plus tard. Après la première réunion. Donc, il y avait la participation des représentants du gouvernement, mais aussi de la société civile, secteur privé et d'autres acteurs. Donc, le premier objectif, c'était faire une évaluation. Et là, nous avons trouvé donc quelles étaient les améliorations en termes de pourcentage d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'irrigation. Donc là, nous avons pu préparer le premier brouillon WASH Compact avec ces données-là. Et ceci a été envoyé au président pour la signature qui a eu lieu le 3 juin 2024. Et c'est comme cela que nous avons donc commencé à travailler. Sur le site web, le son ne parvient pas. Son Excellence, je pense qu'il y a eu des problèmes de connexion. Donc, pouvez-vous reprendre au début de cette diapo?
And based on this, we have made commitment in 4 areas of WASH Compact. Donc, nous avons plusieurs engagements dans le cadre de notre mécanisme de rendement de compte mutuel. Next diapo. Nous avons donc plusieurs engagements. Nous avons des comme délai l'année 2030. Donc, par exemple, un premier engagement est de permettre un environnement facilitateur pour le secteur WASH avec une loi sur l'eau. Et cette loi est en étape de proposition de loi qui est à l'heure actuelle être en révision et sera présentée au Parlement au début de l'année prochaine. Le deuxième engagement était de arrêter les pratiques de défécation à l'air à plein air, à l'air libre. Et donc là, nous avons déjà avancé avec une feuille de route qui a été développée. Nous avons également créé un comité pour que il y ait un plan d'action qui reflète les engagements de WASH Compact et fait un suivi un par an. Un autre engagement que nous avons, c'est de promouvoir l'agenda One WASH avec l'objectif d'atteindre les ODD 6.1 et 6.2 dans la stratégie de développement national et dans notre mécanisme de responsabilité mutuelle soit. Nous avons donc un engagement avec le programme de l'Éthiopie, One WASH. C'est en cours et nous travaillons avec le gouvernement de l'Éthiopie sur cela. Un quatrième engagement est de soutenir les stratégies d'investissement et financement WASH. Et on doit donc s'assurer que le gouvernement aura un budget pour WASH. Donc, nous sommes en train de préparer une demande afin d'avoir une ligne de budget dans le budget national pour l'année 2024-2025. Un cinquième engagement est de renforcer les systèmes de collecte de données, suivi et rapport de WASH et de créer une plateforme de parties prenantes dans le domaine de l'eau pour la coordination de donneurs, bailleurs de fonds, l'alignement, l'harmonisation des activités et des potentiels cofinancements. Et nous avons déjà pu obtenir un engagement de la Banque mondiale, de leur soutien, et aussi nous sommes en train de développer un plan de travail national. Et nous avons donc un engagement, tout cela pour les ressources en eau. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc voilà la fin de ma présentation. Merci de m'avoir donné cette opportunité de présenter notre mécanisme de responsabilité mutuelle, de rendement de compte mutuel. Merci. Merci, Son Excellence, d'avoir partagé avec nous
cet itinéraire jusqu'à ce que vous avez lancé le programme, l'initiative Compact. Et je crois que c'est un bon exemple de comment vous avez pu maintenir l'impulsion, l'intérêt sur l'amélioration de l'eau et de l'assainissement à travers la stratégie de financement, la collecte de données, les suivis, etc. Donc, merci. Je suis sûre qu'il y aura des questions après et je voudrais inviter les participants à écrire, à poser leurs questions dans le chat pour répondre là. Et je vais passer à en Maintenant, français. je vous présente Monsieur Antoine Luminadio, qui est le secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de la République démocratique du Congo. Monsieur Luminado, vous êtes avec nous? Monsieur Luminado? Balva, Monsieur Lumonade, êtes-vous avec nous? Monsieur Lumonadio n'est pas là. Je l'ai relancé, donc il n'est pas avec nous malheureusement. Sans doute des problèmes de Ok. connexion. Merci. Quelque chose s'est passé. OK. Unfortunately, Monsieur Luminadio Malheureusement, Monsieur Lumonadio n'a pas pu se joindre à nous. On va voir si on peut l'avoir plus tard dans le webinaire. On va rester essayer d'être en contact avec lui pour cela. Mais donc, je vais passer la parole à Monsieur Joseph. Nous venons d'écouter le cas du Soudan du Sud et des efforts pour la coordination des efforts. Donc, vous travaillez dans le rapport sur comment lutter contre les problèmes d'accès à l'eau. Et donc, pourriez-vous nous parler de vos connaissances dans le domaine du financement de l'eau? Merci, merci bien. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Oui, effectivement. Donc, j'ai 7 minutes, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Je suis à un endroit en Inde où il y a des problèmes de connexion dus aux pluies très fortes que nous avons. Donc, je vais laisser les informations à l'équipe pour pouvoir vous les passer plus en détail. Mais je voudrais me concentrer maintenant sur la présentation des points les plus importants du rapport et pourquoi le financement de l'eau est tellement fondamental dans la situation actuelle. Donc, je voudrais me concentrer, donc présenter les résultats les plus importants de notre rapport. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pensons par exemple à l'assainissement. Pour connaître bien la situation, ici nous pouvons connaître donc les problèmes de l'Afrique subsaharienne en ce qui concerne l'eau. Est-ce que vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, et cliquer? Donc, nous voyons ici qu'il y a un défi important à l'heure actuelle où les personnes sans accès à l'assainissement essentiel ne peuvent qu'augmenter. Si l'on maintient la situation actuelle, le nombre de personnes sans accès à l'assainissement
pourra atteindre 551 millions en 2030. Mais si nous investissons à un niveau suffisant, il y aura quand même une augmentation dans le nombre de personnes sans accès à l'assainissement. Donc, il y a de nouvelles façons d'aborder ces grands défis de l'Afrique. Diapo suivante. La Banque mondiale a élaboré un rapport sur l'avenir afin de comprendre la quantité qui est dépensée dans les secteurs de l'eau par an, quels sont les fossés dans les dépenses ou dans l'investissement entre l'eau, l'assainissement et l'irrigation, quels sont les niveaux d'exécution dans le budget, l'efficacité, qui bénéficie de cela, quelles sont les recommandations de la politique et quelques conclusions. Diapo suivante. Diapo suivante encore, s'il vous plaît. Bon, ça avance assez lentement. Donc ici, nous pouvons voir donc les dépenses en eau dans le secteur de l'eau de façon globale, l'irrigation, l'assainissement, l'énergie hydrologique, etc. Cela représente 164 milliards. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? Et donc, 86% de toutes les dépenses dans le secteur de l'eau proviennent du secteur public. 7% proviennent de SOE qui sont normalement financés par le gouvernement. Et donc, le secteur privé ne représente que entre 1,5 et 2%. Et donc, nous voyons bien que le secteur public, le financement public a un rôle très important. Et donc, il faut faire une meilleure utilisation des fonds disponibles afin d'améliorer l'approvisionnement en eau et les systèmes d'assainissement. Bien, parlons maintenant des fossés des dépenses. Diapo suivante. Access to safely managed water supply and sanitation. The globe needs about La planète a besoin d'environ 50 milliards d'investissements pour avoir des systèmes d'assainissement et d'approvisionnement d'eau appropriés. Et vous voyez bien qu'en Afrique et en Asie, il y a des écarts très importants. Ce sont des chiffres très importants. L'ODA, l'année dernière, 2022-2023, n'était pas assez. Donc, il faut un investissement énorme qui est nécessaire. Par an, ce serait d'environ 50 milliards par an. Donc, ces écarts ou fossés en dépenses, en investissement, voyons les écarts en irrigation. Spending to spending gaps, while in the fragile and conflict countries, the previous slide, please. Diapo d'avant, s'il vous plaît. Diapo d'avant, est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Il y a peut-être un problème avec This slide, yes, correct. The maps or the next le one? temps. Donc, la carte ou la diapo suivante.
C'est d'après la carte. Yeah. So if you look at this, you can see that in Donc some ici, vous pouvez African voir que countries, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, il faudrait dépenser 17 fois plus du niveau actuel d'investissement pour l'année 2030. Donc, il s'agit vraiment commitment that the countries d'un have. engagement énorme nécessaire de la part de ces pays-là. Dans l'Afrique, dans l'Asie du Sud, aussi, nous voyons que les écarts sont énormes. La moyenne est de 3 fois plus que ce qui est investi à l'heure actuelle, mais cela dépend des régions. On va sauter la diapo d'après, on va passer à celle d'après, celle qui est sur l'exécution des budgets dans le secteur de l'eau. So as you can see, Comme vous voyez, paradox emerges il y a une paradoxe these numbers very carefully. importante ici, en analysant les chiffres. Funding gaps, the needs of Il y a des écarts d'investissement et des dépenses énormes, mais est-ce que l'on utilise les ressources disponibles? 3/4 of all the resources, all the budget that is Moins de available is being used. 3/4 So this is des a ressources significant disponibles sont important utilisées. to keep in mind. Et ceci est important There are resources et il est important de se that can be rappeler de cela, And how puisque to cela do veut that? dire We have to really qu'il y a des ressources que l'on peut utiliser. Et comment le faire? Il faut améliorer l'efficience et la capacité d'exécution forms. We will come to that as we go along. des ressources que nous avons, dont nous disposons. Diapo suivante, s'il vous plaît. So as we can see, the sector is also facing declining Ce secteur productivity. That means to fait face achieve the aussi same à level of une output, chute dans la we have to productivité spend des facteurs. about 6 to 7% more now. Donc, cela veut dire qu'il faut That we need more investir 6% plus pour atteindre le même niveau qu'avant. and Donc, efficiency ceci est important. also Diapo suivante. affect our system, our sector Cela significantly, affecte notre secteur, utilities, et notamment pour les are entreprises facing efficiency gaps. d'approvisionnement, Cost efficiency, les utilités, about they can où il y a des écarts en efficience, efficacité aussi. Donc, ils peuvent atteindre le même niveau de résultat. less cost. And technical inefficiency is even more stark. With the same level of inputs, they can achieve probably Et- 30% more of output. So next slide, please. Donc, il faut se rappeler de cela, qu'il y a des problèmes en termes d'efficacité. Next slide. Diapo suivante. So because of these cost inefficiencies in the system, an average water utility, which we find in most of the Une urban centers, entreprise d'utilité are moyenne about 21.3 million fait face à des pertes de 21 millions de dollars par an We à know cause des inefficacités, des inefficiences des coûts. Diapo suivante. Il y a des inégalités d'investissement aussi, puisque les investissements se font pour les personnes qui sont plus riches et qui vivent notamment dans les grandes villes. Diapo suivante. Voyons maintenant les inégalités entre les riches et les pauvres. Nous avons perdu le son. Monsieur Joseph, est-ce que vous êtes toujours là? Donc, il a déjà mentionné qu'il y avait quelques difficultés techniques. Monsieur Joseph, je vois que vous êtes connecté, mais est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je peux vous entendre aussi. Je ne sais pas à quel moment on vous a vous m'avez perdu. Oui, c'était au point des recommandations. Donc, sur la base de ce que nous avons analysé, on a élaboré plusieurs recommandations. Tout d'abord, d'améliorer la gestion de l'investissement public. Il est nécessaire d'améliorer l'investissement public dans le système
puisqu'il y a des délais dans l'exécution et cela mène à des coûts rajoutés et ces délais ont effectivement des conséquences importantes pour les secteurs. Deuxièmement, il est nécessaire d'entreprendre une réforme de la gestion financière du public parce que souvent, dans le secteur, on entend des personnes qui se plaignent parce que l'argent n'atteint pas le but, les objectifs. Aussi, il faut développer des mesures de performance réalistes. On ne peut pas comparer les secteurs publics et le secteur privé. Il faudrait garder quelques-unes des considérations qui ont aidé le secteur privé à être plus efficace. Il y a un deuxième groupe de recommandations sur comment attirer plus de fonds dans les secteurs. Il y a une crise importante, notamment dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est une crise la plus grave depuis des années. Il faut être capable d'attirer plus d'argent à travers la catalysation des financements. Et donc, pour le faire, il faut améliorer les mécanismes existants et utiliser les ressources publiques de façon judiciaire afin d'attirer d'autres financements dans le secteur de l'eau. Diapo suivante. Il y a des réformes importantes qui sont nécessaires et qui se concentrent notamment dans les secteurs de l'eau. Monsieur Joseph, êtes-vous toujours là? We are coming close to time. Mr. Joseph, are you still Nous there? n'avons presque plus de temps pour cette présentation. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Joseph? On l'a perdu, oui. Je crois qu'il n'est plus là. Donc, on va vous transmettre cette présentation PowerPoint pour que vous puissiez voir toutes les recommandations de ce rapport. Mais nous allons passer au point suivant dans notre agenda et je voudrais donner la parole au responsable commissaire de la santé en Ouganda, Monsieur Nabassa. Donc, vous avez un plan de financement pour les actions climatiques. Pouvez-vous nous parler de votre expérience et vos résultats et quels ont été les défis dans le travail que vous avez fait pour obtenir des fonds pour le climat? Oui, merci et bon après-midi à tous. Je voudrais partager très brièvement ce que nous avons fait afin d'aborder le changement climatique en Ouganda, aussi avec les engagements de la COP26, où nous avons fait des engagements pour réaliser des interventions afin d'aborder le changement climatique. Et l'Ouganda a un outil pour notre plan d'adaptation nationale de la santé. Est-ce que vous pouvez passer à la diapo suivante? Encore? Oui, la deuxième, c'est là. Tout d'abord, nous avons commencé par une évaluation des besoins d'adaptation et lors de l'évaluation, nous avons identifié un grand nombre de défis dans notre secteur qui représentent des risques importants pour la population et pour l'environnement. Ici, sur la diapo, nous voyons plusieurs impacts du changement climatique sur les systèmes de santé, donc les maladies comme le paludisme, qui est la cause principale de morbidité
parmi les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Nous avons également trouvé d'impacts importants liés à l'insécurité alimentaire, les problèmes de malnutrition qui affectent 40% qui est la cause sous-jacente de 40% des morts d'enfants et des bébés dans le pays. Nous voyons également un pourcentage important d'enfants qui naissent avec un poids de naissance trop bas, trop faible. Nous avons identifié des défis qui impactent les systèmes de santé. Nous verrons des données plus tard. Il y a eu la destruction des installations et des infrastructures de santé dans des parties, différentes régions du pays, notamment à cause des inondations qui ont détruit donc les centres de santé ou des infrastructures de santé et des hôpitaux qui sont affectés par les inondations. Également, il y a des impacts liés à la pollution et qui conduisent à des morts et des maladies. Donc, on estime 156 décès tous les 100 000 habitants, 30 000 personnes par an. Aussi, il y a des défis d'assainissement. 64% des infrastructures de santé ou des centres de santé ont un accès limité à des services d'assainissement. Donc, l'évaluation requiert la compréhension du niveau de risque, de la situation actuelle, des impacts. Et ici, dans la diapo suivante, nous avons donc analysé des facteurs, notamment de vulnérabilité, comme par exemple démographique, géographique, biologique, de santé, sociopolitique, etc., socio-économique aussi. Et puis, il y a d'autres facteurs qui sont très importants. Pouvons-nous passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Ici, nous avons les niveaux d'impact. Nous voyons que l'impact le plus important sur la santé, l'impact qui affecte le plus la santé, c'est la sécheresse. Il y a des problèmes en termes d'insécurité alimentaire And of course, that has implication on dans les sous-régions. Et cela a un impact sur la productivité et aussi sur la santé, notamment le problème de la malnutrition. Il y a eu également des inondations qui affectent les infrastructures. Ici, vous avez une photo d'un hôpital dans la partie sud-ouest du pays. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau sous les lits. Cet hôpital était pour une population de 100 000 personnes et l'hôpital a complètement dû arrêter leurs activités. Donc, il y a ici d'autres impacts comme les vagues de chaleur, etc. Il y a beaucoup de défis qui ont des impacts sur les systèmes sanitaires. Nous avons vu qu'il y a des dommages sur les infrastructures et sur les personnes, la perte de vie également à cause des orages. Aussi, ici, nous avons un autre hôpital où il y a des dommages provoqués par les orages. Nous avons perdu cet hôpital complètement à cause des fractures. Ici, nous avons des photos également de l'hôpital de Kilembe Mines. Il y a eu des inondations et ces inondations ont détruit complètement l'hôpital. Diapo suivante. the context of climate change and its impact on health system,
Uganda, of course, has had a long journey in terms of L'Ouganda a avancé tout au long d'un we have moved a chemin long pour travailler sur le plan d'adaptation. and I think I can really now flash where we are currently. In addition Je to peux vous other expliquer. interventions Donc là, vous voyez toutes les étapes depuis 2007, pardon. Le ministère de l'eau et de l'Environnement et d'autres départements et ministères ont été impliqués, ainsi que le ministère de la Santé, pour le développement d'un plan d'adaptation nationale qui nous permettra de répondre aux impacts du changement climatique. Et nous espérons pouvoir lancer notre plan national d'adaptation dans le domaine de la santé au mois d'août avec des interventions spécifiques et diapo suivantes. Ici, nous avons notre plan en fait d'adaptation nationale dans le domaine de la santé. Ce sera pour la période 2025 et 2030 avec des interventions spécifiques dans le domaine de climat et la santé. Donc, l'objectif principal de ce plan est de renforcer la capacité d'adaptation de notre système de santé au changement climatique et aux dangers liés à cela. Et nous avons notre programme NDP 3 et nous essayons de harmoniser le plan national d'adaptation du domaine de la santé avec cette programmation nationale globale. Il y a plusieurs composantes dans notre plan national d'adaptation dans le domaine de la santé, donc composantes changement climatique, ressources naturelles, environnement, urbanisation durable et logement. Et il y a plusieurs domaines stratégiques avec des interventions clés et nous voulons pouvoir financer des interventions spécifiques pour la mise en œuvre. Ici, dans ce diagramme, vous pouvez voir que nous suivons la définition globale dans la programmation pour le changement climatique et la santé. Et ceci est adapté dans notre pays à nos circonstances spécifiques, aligné à la réponse au changement climatique et la santé. Et nous avons 10 composants, 10 éléments, 10 composants. Nous avons par exemple la gouvernance, le leadership, pour la transformation du climat, donc le professionnel de la santé. Nous avons la vulnérabilité, la capacité, évaluation de cela et de l'adaptation, risque intégré, suivi. Nous avons recherche du climat et de la santé, une composante sur des infrastructures résilientes au climat, gestion des déterminants pour la santé, programme de santé informé par le climat, etc. Toutes ces composantes-là font partie de notre plan. Nous avons des partenaires dans le pays, aussi à l'échelle internationale, afin de pouvoir aborder l'impact du changement climatique sur la santé. Il faut prioriser ceci dans le financement et la programmation du gouvernement et aussi dans les activités avec des partenaires. Grâce à cela, on pourra réaliser un nombre important d'interventions liées au changement, pour faire face au changement climatique. Par rapport à l'avenir, l'Ouganda a réalisé plusieurs étapes afin d'aborder les impacts du changement climatique sur la santé et l'environnement. Donc, nous en avons déjà parlé. Nous avons plusieurs domaines stratégiques dans notre plan d'adaptation qui nous permettront donc d'aborder ces défis-là. Le ministère de la Santé invite deux partenaires à soutenir ces interventions-là.
Et à travers la collaboration et les partenariats, nous devrions pouvoir construire un système sanitaire résilient et durable en Ouganda et aussi dans d'autres pays. Diapo suivante. Il y a plusieurs domaines prioritaires que je voudrais lire dans cette dernière diapo et que nous réalisons plusieurs étapes comme les suivantes. Les financement du plan est fondamental. Une fois que on aura fait, on pourra faire face à des défis importants dans notre système de santé. Nous espérons pouvoir développer un système de santé résilient. Nous devrons pouvoir construire une infrastructure WASH résiliente. Nous avons vu qu'il y a des hôpitaux qui ont souffert des dommages. Beaucoup d'hôpitaux se trouvent dans des domaines fragiles, dans des zones fragiles. Donc, il est important d'avoir des infrastructures résilientes pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement. Ceci est fondamental. Donc, les services de l'eau, les services de l'assainissement et la gestion des résidus, ces genres d'infrastructures-là qui sont vraiment résilientes pourront protéger les hôpitaux et aussi les personnes. Un autre domaine prioritaire sont les ressources d'énergie. Les sources d'énergie qui doivent être renouvelables et qui n'auront pas un prix élevé. Donc, par exemple, l'énergie solaire. Nous espérons également pouvoir améliorer les compétences de nos professionnels de santé. Grâce à cela, nous pourrons généraliser les interventions climatiques dans nos programmes. La mitigation, l'atténuation des risques est importante, ainsi que les systèmes d'alerte précoce. Les épidémies de paludisme, par exemple, et nous avons des défis importants en ce qui concerne le paludisme. Et les cas de paludisme ne font qu'augmenter. Donc, les atténuations des risques sont importantes et nous espérons pouvoir avoir plusieurs stratégies qui nous permettront de réduire le nombre de cas de paludisme dû au changement climatique. Il y a des changements dans les comportements des vecteurs du paludisme, donc il faut bien pouvoir identifier tout cela ainsi qu'avoir des systèmes d'alerte précoce afin de pouvoir élaborer une réponse appropriée. Donc, la riposte et la préparation aux urgences est importante. Et pour cela, les recherches et l'innovation pour le changement climatique et la santé est important pour le financement du gouvernement, mais aussi avec nos partenaires qui pourront nous aider à soutenir nos interventions. Une fois que le plan sera lancé dans quelques semaines, nous espérons pouvoir lancer les différentes activités avec le soutien de nos partenaires pour réduire l'impact du changement climatique sur la santé. Merci, c'est la fin de ma présentation. Merci, Dr Nabassa, d'avoir partagé tous ces progrès-là. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat et on reviendra à cela tout à l'heure. Et aussi, on va vous demander de partager avec nous la stratégie d'adaptation une fois qu'elle sera prête ou lancée. Donc, nous allons passer maintenant la parole à Dr Fakhoudine. Nous avons parlé du financement en Ouganda et si vous représentez le Fonds
Green Climate, donc climat vert. Pourriez-vous rajouter des informations sur les actions ou les mesures qui prennent les gouvernements pour garantir le financement climatique? Et quels sont les guides que vous avez pour aider les gouvernements pour les soutenir et conseiller, donc donner du conseil au gouvernement dans ce domaine? Merci. Je voudrais partager ma vidéo parce que je pense que les participants ne peuvent pas me voir. Et là, j'ai un message où c'est marqué que le hôte a arrêté ma vidéo, mais on va s'en occuper. Merci, oui, c'est bon, on peut voir. Bon, je suis contente d'avoir entendu cette présentation sur l'Ouganda et je sais qu'il y a des projets qui sont en train de se préparer. Et nous avons vu comment le changement climatique a des impacts sur les personnes, sur les habitants. Mais cela aussi du point de vue du financement du climat, pour les actions du climat, nous essayons de collaborer plus avec Jeff et d'autres partenaires pour soutenir l'Ouganda. Donc, il y a des choses qui sont déjà en cours, mais on ne va pas s'arrêter dans le détail, mais en tout cas, je voudrais remercier l'Ouganda puisqu'ils sont des leaders dans les actions climatiques et aussi pour le cadre législatif qu'ils sont en train de développer. Ils sont leaders dans la région. Le secteur de l'eau est très important et nous avons un projet très important pour soutenir les pays avec leurs priorités, notamment dans les pays africains. L'eau est une ressource limitée. Il y a limité en quantité, mais aussi la qualité n'est pas toujours très bonne. Donc, ceci est fondamental. Donc, notre fonds, je voudrais expliquer comment il fonctionne. C'est assez complexe en ce qui concerne le changement climatique, puisqu'il y a des impacts en cascade. Et on peut passer à la diapo suivante, oui. Donc, on doit considérer ce qui se passe à l'échelle mondiale, régionale et locale. Il y a des interactions multiples. Donc, il faut considérer tout cela. Et donc, c'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir une approche multidisciplinaire. Donc, nous travaillons avec nos partenaires. Nous avons plus de 200 partenaires. Ce sont nos entités accréditées que nous appelons. Et après, à travers ces entités-là, nous avons des programmes et des projets. Et il y a aussi des autorités désignées à l'échelle nationale. Nous avons du financement flexible pour nous adapter à chacune des situations et toujours améliorer les actions pour le climat. Diapo suivante. Donc, vous pouvez voir les caractéristiques clés de notre fonds. Nous travaillons toujours avec cette approche d'en bas vers le haut, avec des partenariats ouverts, avec un partenaire toujours concentré sur les solutions. Et on travaille avec une approche pour avoir des projets 50% sur l'atténuation, 50% sur l'adaptation. Nous avons des instruments de financement pour soutenir le pays. Diapo suivante. On essaye aussi de chercher pour des opportunités.
Il y a plusieurs secteurs dans lesquels nous travaillons. Pour ce qui est de l'atténuation, nous avons le transport, par exemple, la génération d'énergie, la construction, les villes, les forêts, l'utilisation de terre. Et pour dans la résilience, nous avons l'eau, des projets de l'eau essentiels pour les écosystèmes aussi durables et la sécurité alimentaire. Nous avons un site web où vous pouvez trouver nos guides pour le secteur de l'eau et nous avons des principes, des guides qui aident à l'organisation d'activités pas par pas, étape par étape. Nous essayons de mobiliser 50 millions de dollars pour l'année 2030 c'est notre vision. Notre objectif est d'atteindre les personnes et les communautés les plus vulnérables, maximiser les investissements du secteur privé, réinventer le modèle de partenariat, simplifier les projets pour avancer plus rapidement. Et aussi, nous essayons de travailler avec des réponses systématiques et programmatiques. Il faut essayer de développer des efforts régionaux et avec une approche programmatique, puisque la réponse ne peut pas être donnée de façon individuelle par pays. Diapo suivante. Nous voudrons aussi pour améliorer la prédictabilité. Nous voulons aussi accélérer les propositions des projets pour mobiliser les financements de façon rapide, mais aussi la simplicité est importante pour après pouvoir personnaliser les projets aux circonstances spécifiques aux partenaires. Aussi, la complémentarité est importante. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes seuls, donc nous essayons de collaborer avec d'autres fonds, d'autres banques. Aussi, le volume, la mise à l'échelle est importante pour nous. Donc, diapo suivante, si nous analysons le secteur de l'eau, nous parlons que du secteur de l'eau. Il faut dire que c'est les secteurs de connexion entre la sécurité climatique, la sécurité des écosystèmes alimentaires et aussi de l'énergie. Aussi, cela nous permet de travailler sur l'égalité des genres, la santé et la sécurité alimentaire, ainsi que l'environnement et aussi la sécurité climatique et de l'eau. Donc, la gestion intégrée de l'eau est essentielle. Il y a 5 principes. Diapo suivante. Qui permet de montrer quelle est notre façon de travailler. Nous avons nos voies de travail. Donc, l'efficience et la réutilisation de l'eau ainsi que la conservation de l'eau sont très importantes. Nous avons également un autre principe important pour l'évaluation des risques, la prévision, l'observation hydrologique pour intégrer tout cela dans nos plans et activités. La gestion intégrée de l'eau et les ODD. Donc, c'est un point important dans beaucoup de nos projets. Aussi, d'autres projets sont consacrés à l'adaptation basée sur les écosystèmes. Il faut analyser les bassins pour voir s'ils sont bien gérés et donc voir si cela permet de garantir la sécurité de l'accès à l'eau. La résilience climatique est fondamentale pour le WASH et évidemment, les connaissances communautaires sont importantes.
Donc, il y a un essai de travailler avec des subventions combinées avec des instruments financiers innovatifs comme les bons de l'eau, les garanteurs, les investissements, etc. Des swaps aussi, des échanges. Diapo suivante. Il y a des guides avec des étapes détaillées pour les projets d'eau, mais il s'agit toujours de projets assez complexes. Les liens entre l'eau et les changements climatiques sont importants, donc il faut comprendre les risques climatiques qui sont créés par les indicateurs et donc comment cela impacte les aspects de la sécurité de l'eau et du bassin hydrologique. Il faut pouvoir intégrer tout cela considérant les vulnérabilités, les risques. Et donc, nous avons essayé de développer ce guide pour aider les pays à comprendre les impacts, les vulnérabilités, les risques, aussi les barrières et voir comment on peut améliorer donc les actions climatiques dans chacun des pays en fonction de tous ces facteurs-là. Diapo suivante. Dans tous les projets d'eau ou d'assainissement, il faut considérer plusieurs critères d'investissement que nous avons ici. Tout d'abord, il faut essayer de calculer l'impact que l'on peut obtenir. The project is bringing. So that means actually if the climate change is emerging, you Un need to autre critère pour nos investissements est le changement de paradigme qui peut être obtenu. Aussi, les développements durables, puisque oui, les innovations technologiques sont importantes, donc cela va apporter ce changement de paradigme-là. it's actually need to have a bottom-up plus it need to have Nous avons toujours il faut que les projets aient une approche de bas vers le haut. L'on doit soutenir l'égalité des genres, l'insensibilité pour les minorités. Donc, il faut il s'agisse des projets de développement durable. Aussi, nous considérons les besoins des bénéficiaires, récipiendaires. Je vous recommande donc en fait de lire notre guide pour le secteur de l'eau avec des annexes aussi. C'est ma recommandation. Et diapo suivante. Vous voyez ici des points également importants pour nous, comme la gestion de la demande, les modèles décentralisés, etc. Diapo suivante. Ici, vous avez des guides. Il y a plusieurs documents. Un document pour la conception, étape par étape, des activités pour la conception de projets dans le secteur de l'eau. Et puis, il y a un autre document avec des études des cas. Aussi un guide pour l'assainissement avec de la résilience climatique. Donc, il y a aussi une partie importante qui se concentre sur la résilience climatique. Donc, si vous contactez le GCF, il faut avoir toujours cette approche de résilience climatique. Donc voilà, je serais content de répondre à vos questions si vous en avez. Et en tout cas, merci à toute l'équipe de nous avoir invités. Et c'était un plaisir de partager ces webinaires avec nos collègues de l'Ouganda. Merci de toutes ces informations qui sont très intéressantes pour nos partenaires. Pour nos partenaires qui sont dans ce webinaire présent, il faut que vous sachiez que nous sommes en train de développer beaucoup de travail aussi avec le Green Climate Fund pour essayer de vous aider. C'est surtout cela, aider nos partenaires en collaboration avec GCF et d'autres. Je vais passer maintenant aux
questions très rapidement. Les questions pour le ministère du Soudan du Sud. Et après, on va essayer d'acquérir la présentation de la République démocratique du Congo. Donc, South tout Sudan. d'abord, monsieur le ministère, il y avait une question sur le suivi des budgets pour faire un suivi des investissements dans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Pourriez-vous répondre à cette question? Et après, nous donnerons la parole à, à notre intervenant de la République démocratique du Congo. Merci de cette question. One of the problems we encountered was the lack of political will and commitment. Le son ne nous parvient pas bien. Currently, as we're talking, the challenge that they're facing is fragmented waste monitoring tracking system. But with this wash compact, we believe that this is going back. This is coming back to the Ministry of Water Resources. And the good thing is that when the compact was signed, the Minister of Finance was actually there. And he also made a commitment that we would actually be Lors de able la signature de WASH Compact, il y a eu plusieurs ministères qui ont été impliqués dans la signature et donc dans les engagements. was that the water problem used to be seen Avant, les problèmes de l'eau the Minister of Health also look at water issue as something infrastructure. But with this commitment we have made, étaient considérés Minister of Water Resources playing un problème d'infrastructure. that our population has access to safe and clean drinking water. This problem is going to be addressed. And then Mais maintenant, l'approche est plus ample. Désolé, il y a des problèmes de connexion. Le son ne parvient pas du tout ou avec une qualité insuffisante. It's a little bit of Merci. Il y a eu un peu des problèmes techniques de mon côté, mais je crois que vous avez dit que le ministère de Financement était là pour soutenir le compact et donc cela a mené une collaboration entre ministères et aussi l'intégration de l'eau et la santé. Donc, où la santé considère l'eau comme un problème d'infrastructure. Donc, oui, effectivement, l'eau est quelque chose qui appartient à tout le monde, hein, qui est important pour tout le monde. Je crois que j'ai compris plus ou moins tout ce que vous avez dit. Merci, fantastique. if you'd like to J'ai ask une a question. Si vous pouvez, oui, poser la question rapidement maintenant, on va la noter, mais notre temps s'écoule et je ne suis pas sûre que l'on aura le temps de répondre lors du webinaire, mais en tout cas, si on n'a pas le temps de répondre maintenant, on répondra plus tard lors du suivi. and I actually appreciate him for presenting a very elaborate presentation on green climate fund. Donc, c'était une question sur la présentation du Green Climate Fund, de ce fonds vert climatique. Presentation, I mentioned that South Sudan is one of the global hotspots of flood risk. As we speak, we have got even some of the state turns into lakes. Example of this is Unity State, for example. But if it comes to how South Sudan contributes to global warming and climate change, we Le almost Soudan du Sud, le changement climatique et le réchauffement climatique, en fait, notre contribution est très petite. 0,0 quelque. C'est notre contribution au changement climatique. Du point de vue scientifique, les zones humides font une contribution positive. Mais nous sommes malgré tout les victimes du changement climatique. Lorsque l'on considère les pertes et les dommages, nous pensons que le Soudan du Sud a droit à des compensations de dommages et intérêts.
Est-ce que le Green Climate Fund tient cela en compte? South Sudan do to ensure that we have the right to access to this fund Comment pouvons-nous avoir accès à ces fonds-là sous le titre des dommages et intérêts? Est-ce que je peux répondre? Je suis désolée, Dr. Falcroton, si vous voulez répondre sur le chat, vous voulez, et nous allons continuer cette conversation plus tard pour que vous soyez en contact avec notre équipe qui travaille dans le domaine des climats afin de répondre à ces questions importantes. D'accord? Et c'est possible parce que nous devons donner la parole à la dernière, à notre dernier intervenant. Oui, exactement. Oui. Je vais tourner maintenant à Monsieur Antoine Luminadio de la République démocratique du Congo. On n'a pas beaucoup de temps, mais nous voudrions entendre votre présentation. La question était, le pays avait pris un engagement dans le cadre du mécanisme de redevabilité mutuelle concernant le programme PNEHA. Et aujourd'hui, vous mettez en œuvre ce programme via une plateforme de coordination pour l'accès universel à l'eau, l'assainissement et l'hygiène en RDC. Pourriez-vous nous dire l'état de développement de cette plateforme et les perspectives et quelles leçons avez-vous apprises? Vous avez la parole, mais en 4 minutes si possible. Bien, merci beaucoup. Merci pour m'avoir accordé la parole. Nous avons connu des petits problèmes techniques au départ. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Très bien, Nous merci. entendons, oui. Voilà, je suis M. Antoine Luminadio, le secrétaire exécutif du Comité national d'action de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. C'est une des structures du ministère du Plan. Alors, notre structure a, entre autres, comme activité ou comme attribution, la coordination du secteur WASH en RDC. Comme vous le savez bien, la RDC, c'est un pays de 2 345 000 km² avec une population estimée à 115 millions d'habitants. C'est un pays stratégique d'Afrique en termes de ressources hydriques, en termes de la biodiversité, ainsi que de sa position géopolitique comme charnière entre les grands ensembles sous-régionaux d'Afrique. La RDC appartient également à des structures économiques sous-régionales ayant chacune une politique de gestion des ressources en eau, telles que la CEAC, la SADC et l'IBN. Elle appartient à plusieurs bassins d'Afrique, notamment le bassin du fleuve Congo, du fleuve Nil, de la rivière Chulango, du lac Kivu et du lac Tanganyika. Alors, cette appartenance lui procure environ 35% du potentiel mondial en eau qui constitue un cadre stratégique de coopération avec les autres pays. En outre, 52% de réserves des eaux de surface d'Afrique se trouvent en RDC, tandis que les réserves en ressources hydriques renouvelables du continent représentent 23%. Alors, malgré son potentiel hydraulique et hydrogéologique dense, l'accès à l'eau, aux services d'assainissement et la bonne pratique d'hygiène contrastent paradoxalement. Le taux d'accès à l'eau est de 47%, le taux d'accès aux services d'assainissement est de 16%, alors que le taux de personnes avec bonne pratique d'hygiène est à 19%. Notre structure, son architecture, il est composé d'un comité de pilotage. Le comité de pilotage est constitué de 22 ministères. Après, nous avons un bureau. Le bureau du comité de pilotage est constitué du ministère du Plan, du ministère de l'Environnement, du ministère des Ressources hydrauliques et du ministère de la Santé. Ce sont ces 4 ministères-là qui constituent le bureau du comité de pilotage. Alors, par rapport au thème garantir l'espace fiscal nécessaire à la mobilisation des ressources nationales pour l'eau et l'assainissement, eh bien, nous avons la loi relative à l'eau, n'est-ce pas, avec ces mesures d'application qui sont, n'est-ce pas, un outil important pour garantir, n'est-ce pas, l'espace fiscal. Ensuite, nous avons certains ministères qui collectent des taxes, tels que le ministère de Ressources hydrauliques et électricité. Ils collectent des taxes pour le forage, pour la construction de barrages et pour les concessionnaires. Mais le ministère de l'Environnement et des Ressources hydrauliques va aussi collecter ces taxes, mais après que les mesures d'application de la loi relative à l'eau seront complètement élaborées.
Alors, pour mettre en œuvre les conclusions de la réunion des ministres sus-évoquée, la RDC réitère son engagement dans le cadre du mécanisme de responsabilité mutuelle par la mise en œuvre de son programme cadre national eau, hygiène et assainissement, qui a comme soubassement l'approche multisectorielle, avec une seule coordination qui est le Comité national d'action eau, hygiène et assainissement, qui est créé par ordonnance présidentielle en 1981. La dernière évaluation de ces PNAIA, donc le Programme national eau, hygiène et assainissement, qui date de 2021, donne un pourcentage très faible de 4% des activités déjà réalisées et achevées, et 38% pour des activités en cours de réalisation. Alors, à cet effet, il a été noté le développement de plusieurs actions, notamment la lutte contre la défécation à l'air libre et les programmes d'accès aux services eau et assainissement mis en place et la mise en place d'une plateforme de gestion des investissements. Alors, qu'est-ce que nous avons comme obstacle au regard de tout ça? Nous avons d'abord le conflit armé, c'est un obstacle. Ensuite, le faible accès aux finances publiques, c'était un obstacle. Ensuite, le rare renforcement des capacités. Ensuite, nous avons la forte dépendance aux ressources extérieures et le faible alignement de certains partenaires au programme du gouvernement. Ensuite, nous avons aussi la décentralisation. Alors, une plateforme en phase de finalisation de la conception est en voie d'être mise en place. Au regard de cette plateforme, il y a un consultant qui avait été recruté par la Banque mondiale pour accélérer les travaux de concertation des acteurs. Eh bien, jusque-là, j'attends son rapport. Alors, qu'est-ce que nous avons comme perspective? Eh bien, nous allons vers l'établissement d'une plateforme pour le financement des investissements dans le secteur. Ensuite, nous sommes en train d'envisager la mise en place d'une base de données du secteur eau, hygiène, assainissement, une base de données nationale. Ensuite, nous sommes en train de chercher à évaluer et à mettre à jour le programme, donc le PNEA, le programme national eau, hygiène, assainissement. Ensuite, l'évaluation de la mise en œuvre de notre plan, le PEMSEC, qui est le plan multisectoriel stratégique d'élimination du choléra. Ensuite, le pays est vaste, il faut que nous puissions nous approcher, n'est-ce pas, des communautés locales. Nous sommes en train de chercher à implanter la structure au niveau des provinces et au niveau des territoires. Voici de manière brève une présentation au regard de ce qui concerne eau, hygiène et assainissement au Congo. Je vous remercie. S'il y a quelques observations, s'il y a quelques préoccupations, je suis disposé à répondre. Merci beaucoup. Thank you so much, Monsieur Luminado. Merci, Monsieur Luminado. Merci de cette présentation sur les pas que sont pris, les étapes réalisées par le pays, y inclut les obstacles qui sont toujours très difficiles. Nous n'avons plus que 3 minutes. On a toujours l'impression que ça passe trop vite. Il y a eu un débat très actif sur le chat sur le rôle de l'investissement des foyers dans l'eau et l'assainissement et aussi sur la question de la corruption. Je pense que ceci est très important et je crois que l'on doit consacrer une petite minute pour écouter des avis par rapport à ceci. Madame Barbara Shower, je crois que vous avez fait des commentaires par rapport à celle-ci et vous êtes aussi membre du comité de pilotage. Et donc, je voudrais vous demander de revenir sur certains des commentaires que vous avez fait dans le chat pour que ce soit partagé ici. Monsieur? Oui, oui, évidemment. Oui, allez-y. Je peux vous entendre. On peut vous entendre. Un des défis est que il y a les chiffres du financement qui sont très éclaircis, qui nous montrent bien ce qui se passe. Et les chiffres, en fait, de façon spécifique et leurs contributions dans le secteur ne sont pas toujours bien compris. Donc, il y a un besoin de bien avoir les données spécifiques de l'approvisionnement. Concernant le rapport de la Banque mondiale,
Les inefficiences ou inefficacité, ce terme-là, je trouvais très intéressant dans les investissements et je me demande si cela incorpore également tout ce qui est lié à la corruption. Et je me demande pourquoi on ne parle pas de l'impact de la corruption dans le secteur et le coût que cela a. Et c'est que la Banque mondiale et d'autres font pour cela. Pas uniquement dans les projets où l'on essaie vraiment de contrôler le problème, mais aussi dans les financements des programmes dans les pays et le contrôle de la corruption jusqu'à l'échelle locale. Aussi, nous avons mentionné le programme de l'Ouganda pour savoir les efforts de suivi du financement climatique. Ceci est difficile de suivre pour savoir comment se fait le suivi et comment cela réduit les inefficacités, justement. Merci. Merci bien de ces commentaires-là. Nous n'avons pas le temps de répondre à toutes ces questions-là. Dans ce webinaire, nous allons donc réfléchir et garder ces commentaires-là pour nos discussions, un petit groupe. Il y avait aussi d'autres questions pour Dr. Labas. Je regarde à ma collègue qui travaille avec l'Ouganda parce que peut-être vous allez pouvoir répondre à ces questions-là après le webinaire. Dans son suivi, il est important de respecter le temps de toutes les personnes ici présentes. Et nous avons quelques conclusions. Madame Malik, est-ce que vous êtes là? Je ne peux pas allumer ma caméra, mais j'espère que vous pouvez m'entendre. Maintenant, vous allez pouvoir activer votre caméra. Oui, c'est bon maintenant? Oui, on vous entend bien. Est-ce que je peux intervenir donc, Lucinda? Oui, vous avez la parole. Vous pouvez conclure. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis à Abuja pour la 5e plateforme de coordination de partenariat avec le Conseil de l'eau. 20 pays sont présents et incluent les décideurs politiques. Ils ont débattu les plans pour 2025 et la politique de l'eau et de l'assainissement qui va être développée. Oui, j'ai regardé au chat et aux questions qui étaient notées. Je dois vous dire que on en a discuté pendant ces 2 derniers jours ici. Néanmoins, la responsabilité est toujours un problème dur à avaler. Nous voyons bien que c'est toujours un défi et nous espérons que dans les 3 prochains jours, nous allons pouvoir avancer sur le sujet. Vos efforts sont très importants et cela enrichit la politique africaine de l'eau et de l'assainissement. Je voudrais féliciter le Soudan du Sud de la signature de WASH Compact et nous espérons que cela va être très positif pour le pays. Nous allons mentionner cela aujourd'hui. Il est très important de prioriser l'eau et l'assainissement. Dans notre groupe, nous avons reconnu que il est toujours important de continuer à faire des efforts pour que l'eau et l'assainissement soient placés en haut de l'agenda. Quelque chose encore à faire.
Il est fantastique d'avoir écouté vos exemples extraordinaires. Nous savons qu'il y a des problèmes liés au financement. Nous en avons parlé aussi, l'intégrité, l'assainissement, etc. Toutes les voix doivent être écoutées afin de pouvoir aider le continent à progresser. Je suis désolée de ne pas avoir fait référence à d'autres régions, mais bon, j'étais un peu centrée sur l'Afrique. Donc, merci de tout votre travail. C'est extraordinaire. Félicitations. Vos exemples et vos leçons vont être partagés et je suis sûre que cela va nous aider à préparer une politique d'eau et d'assainissement solide et robuste pour les générations à venir et nous-mêmes. Merci, merci à tout le monde. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps de 5 minutes, mais il est vrai que lorsque les débats sont intéressants, il est difficile de couper les choses. Donc, passez une bonne journée. Nous restons en contact et nous allons continuer notre travail dans l'avenir. Comptez sur nous pour vous soutenir. Merci.